Pourquoi est-ce que le CSTB, effectivement, vous propose ce webinaire sur la sécurité incendie? Déjà, merci à vous tous de vous être inscrits et connectés. Vous avez été extrêmement nombreux à vous inscrire. Preuve, je pense, que le sujet est d'importance pour chacun d'entre vous. Alors, le CSTB est un organisme, donc un établissement public qui a le statut d'EPIC, et donc le CSTB a une mission, on va dire, notamment sur la sécurité incendie. Nous sommes, donc CSTB, un des 3 laboratoires agréés par le ministère de l'Intérieur pour les questions de résistance au feu. Nous sommes également agréés pour les questions de réaction au feu. Tout ça, on va rentrer dans le détail un petit peu après. Le CSTB est également consulté fréquemment par l'État pour les évolutions réglementaires, dans les cas d'accidents significatifs et graves sur lesquels des audits ou des évolutions, des états des lieux sont réclamés en urgence par les services de l'État. Et puis le CSTB a aussi tout un rôle de favoriser, de diffuser l'innovation dans le bâtiment et donc de faire évoluer les réglementations et les textes sur ces sujets-là. Donc le CSTB possède un certain nombre d'équipements d'essai que je vous présente ici rapidement. Donc, dans le domaine de la réaction au feu, alors pour rappel, la réaction au feu, les essais de réaction au feu sont des essais d'inflammabilité de matériaux, c'est-à-dire la propension du matériau à s'inflammer ou à propager un incendie. Vous avez deux grandes familles d'essais, on va dire, dans cette catégorie-là. Les essais de type, effectivement, réaction au feu qui donnent lieu à du classement, donc, anciennement classement M, puis maintenant classement européen en lettres, A, B, C, D, etc. Et puis vous avez une autre grande famille qui est celle de la propagation au feu, qui est un sujet qui a pris de l'importance, notamment du fait de sinistres significatifs dans les dernières années. Et où là, on a des équipements qui sont de plus grande ampleur, comme par exemple le fameux essai LEPIR, que vous voyez ici en haut à gauche, l'essai LEPIR 2, qui consiste à évaluer la propension d'une façade à propager ou ne pas propager un incendie par l'extérieur. Vous aurez des présentations plus complètes sur chacun de ces équipements. On trouve également de nouveaux essais, on va dire, des essais. Alors, bien sûr, le CSTB fait de la recherche, donc on a des essais de petite échelle qui conduisent à des extrapolations, des modélisations à grande échelle. Donc, par exemple, l'essai au cône calorimètre permet de mesurer les flux calorifiques lors de la combustion d'un matériau. Et puis, vous avez aussi des essais qui se sont un peu développés dans les derniers temps, comme par exemple les essais de toiture qu'on voit ici en bas avec l'essor du photovoltaïque, et donc qui est aussi une variante d'essai de propagation de réaction au feu. Le CSTB, comme je le disais, est aussi agréé par le ministère de l'Intérieur pour les essais de résistance au feu. La résistance au feu, donc c'est la propension d'un procédé, d'un composant à réunir les trois performances qui sont la résistance, c'est-à-dire la performance du procédé à conserver sa capacité à supporter des charges, y compris en cas d'incendie, l'étanchéité et l'isolation. Donc, ce sont les 3 critères de la résistance au feu et qui donnent lieu à des PV de classement que certains d'entre vous connaissent certainement. On déclare par exemple qu'un plancher peut tenir 30 minutes au feu, donc c'est-à-dire qu'il peut conserver sa charge, étancher les gaz de l'incendie et isoler thermiquement pendant une situation au feu de 30 minutes. Pour cela, nous avons donc des équipements qui nous permettent soit effectivement d'approcher dans une logique recherche à petite échelle, c'est le petit four que vous voyez ici qui fait 1 mètre par 50 cm, soit de faire des essais grandeur, qui sont des essais effectivement de classement, qui donnent lieu à des PV de classement, des rapports d'essai et des PV de classement. Donc c'est le cas du four horizontal qui fait 4 mètres par 3 où nous testons nos planchers, et le four vertical qui fait 3 par 3 où nous testons des murs. Au CSTB, nous avons également un équipement qui est exceptionnel de par son ampleur, et de par sa taille et sa dimension, c'est la plateforme Vulcain. C'est un équipement qui est assez unique dans le paysage européen, qui nous permet de tester jusqu'à 9 mètres de haut avec une structure modulaire, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Donc, le four en fait, est assemblable en configuration verticale ou horizontale. Et donc, cet équipement exceptionnel de très grande ampleur nous permet notamment d'aller tester des éléments de grande capacité, de nous positionner aussi sur des éléments de génie civil, comme par exemple les voussoirs de tunnel. Ce que vous voyez ici, c'est entre guillemets une simple façade bardée. Voilà, c'est un équipement qui permet de voir en vraie grandeur des choses qui sont difficilement visibles sur des fours de plus petite taille.
Et donc, nous déployons sur sur cet équipement de l'instrumentation fine également. Vous voyez ici à droite des champs de température ou des champs de déplacement que nous instrumentons avec des moyens modernes d'essai. Bien sûr, le CSTB est au centre d'un réseau de partenaires avec qui nous travaillons fréquemment. Quelques-uns de nos partenaires sont d'ailleurs ici connectés, je les salue, puisque le CSTB a ce rôle on va dire d'assembleur, on va dire, de connaissances. Donc autant, donc nous sommes, on va dire, à mi-chemin entre des partenaires académiques, que sont par exemple les écoles d'ingénieurs ou les universités, mais aussi des partenaires, on va dire, du monde économique, comme par exemple des fédérations d'autres centres techniques industriels, comme le FCBA, ou des fédérations d'industriels, et puis les industriels eux-mêmes, qui effectivement font évoluer leurs procédés et le font en collaboration avec les plateformes d'essai du CSTB. Alors, pour donner quelques éléments sur, on va dire, le positionnement du CSTB et pourquoi, et le positionnement de la réglementation de la sécurité incendie un peu au travers des années. Alors, la sécurité incendie a cette particularité qu'elle évolue un petit peu au gré des catastrophes, malheureusement, qui se produisent. Et donc, il y a quelques événements marquants qui ont lieu, ça à intervalles réguliers. Alors, le premier qu'on peut citer, on n'est pas remonté avant 2010, mais voilà, un des premiers éléments qui se produit et qui est vraiment structurant pour la sécurité incendie, c'est l'incendie qui a eu lieu dans le tunnel sous le Mont Blanc, qui était très meurtrier, en 1999, qui a donné lieu, dans les années qui ont suivi, à un grand projet national d'ingénierie sur la sécurité incendie. Ce projet avait notamment pour but de cadrer, on va dire, ce qui fait la sécurité incendie, qui était jusqu'alors très prescriptive. C'est-à-dire qu'on avait une sécurité incendie qui était très basée sur des principes de protection et des principes on va dire, de conception bâtiment, mais dans des situations qui sont fines, on va dire, où le risque est particulier, il y avait un manque de cadrage, on va dire. Quelles sont les hypothèses de température, quelles sont les hypothèses de désenfumage, quels sont les principes fins, on va dire, qu'on doit appliquer et qui sont reconnus et que chaque bureau d'études, on va dire, ou structure attendait. Tout ça avait besoin d'être cadré. On peut citer également, donc, dans ces années-là, l'arrivée de la nouvelle réglementation européenne sur les produits de construction, qui est structurante. Un document d'évaluation aussi européen sur les scellements d'armature au feu, puisque on a eu dans les quelques années, dans ces années-là, le développement de systèmes de fixation qui nécessitaient aussi d'avoir leur cadrage par rapport à leur performance au feu. Si on continue un petit peu malheureusement, dans les catastrophes, on a les attentats de New York en 2001, avec, comme vous vous en souvenez peut-être, on va dire, des effondrements massifs des tours jumelles qui sont en fait dus à des phénomènes d'incendie et de réaction des structures métalliques à ce moment-là. Et donc, qui ont été aussi structurants sur l'approche des structures métalliques dans la codification et dans la réglementation au niveau français et européen. Autre sinistre en 2017, celui de la tour Grenfell, qui est un sinistre massif de propagation au feu par l'extérieur sur des façades isolées par l'extérieur. Vous voyez qu'au gré de ces différents sinistres, on a la réglementation qui évolue, un guide de désenfumage qui arrive à ce moment-là. Dans le même temps, le CSTB développe ses capacités d'essai. Donc, développement de mesures d'opacimétrie, ça c'est pour la partie fumée, la réception du four Vulcain, dont je vous ai parlé, des restructurations internes, création d'une division dédiée à la mécanique et à la résistance à chaud, des participations à des symposiums sur les façades, le développement d'équipements comme les fours mobiles pour faire des essais de tunnels, des développements de mesures par corrélation d'images, etc., etc. Nouvelle inflexion dans les années 2020, avec l'arrivée de la loi ESSOC, et donc ce qu'on a appelé l'approche performantielle. Alors c'est le début à ce moment-là, qui avait commencé un petit peu avec le projet national d'ingénierie de sécurité incendie, c'est le début d'une approche dite performantielle dans la sécurité incendie, c'est-à-dire le fait de pouvoir montrer par une approche, non plus effectivement une sorte d'obligation prescriptive, mais d'arriver à montrer par des effets équivalents que le niveau de sécurité est toujours le même. C'est une espèce de possibilité dérogatoire, étayée bien sûr, toujours sous l'égide des professionnels et des laboratoires agréés, mais de pouvoir montrer que dans certains cas, on arrive à un niveau de sécurité équivalent. Ça, c'était l'apport de la loi ESSOC. On voit aussi, dans les années 2020, avec le sinistre de la cathédrale sur Notre-Dame, et puis ce sinistre assez marquant en Alsace, à Witzenheim,
Des évolutions de la doctrine concernant les constructions bois et la construction biosourcée, puisque une thématique qui monte en force. Et donc là, bah, on a cette doctrine bois ici qui apparaît, la doctrine des sapeurs-pompiers de Paris, qui tend à cadrer, qui a fait beaucoup parler, et qui tend à cadrer les principes de protection des ouvrages lorsqu'ils sont majoritairement en bois ou en biosourcé. Donc on voit ici effectivement à partir de ces années-là une préoccupation importante qui va avec la décarbonation des ouvrages et donc l'introduction de matériaux un peu plus combustibles que ce qu'on avait auparavant, une évolution de la réglementation et donc le CSTB qui est parfois missionné ou commissionné par les pouvoirs publics pour aller effectivement donner des avis et apporter de la science pour avoir une écriture la plus juste possible de ce que doit être la sécurité incendie, la maîtrise du risque incendie dans le cadre de ces constructions-là. Très récemment, nous avons eu le décret sur la modernisation de la sécurité incendie qui introduit la notion de SEE, c'est-à-dire les solutions d'effet équivalents. C'est la suite de la loi ESSOC, mais qui rend opérationnel, on va dire. La loi ESSOC était on va dire, une première pierre dans cette approche performantielle. Le décret de modernisation avait introduit les SEE dans une phase beaucoup plus opérationnelle, dans le but de effectivement généraliser cette approche performantielle en sécurité incendie. Encore plus récemment, donc c'est vraiment tout récent pour le coup, le 19 février 2026, vous voyez que le code et la réglementation évoluent on a eu cet arrêté de 2026 qui modifie l'approche de sécurité incendie dans les ERP pour tenir compte du bois et des matériaux biosourcés. Ça veut dire une refonte assez massive en fait des articles et de l'arrêté de 1980 sur les ERP. Et donc, il vient de sortir avec des principes qui permettent de sanctuariser certaines zones, par exemple les circulations, mais aussi de permettre l'utilisation un peu plus élargie de bois et de matériaux biosourcés dans certaines conditions. Voilà. Et parallèlement à ça, donc, le CSTB qui avance dans le développement de ces moyens d'essai avec des nouveaux laboratoires, notamment sur les fixations. Le CSTB, c'est également un programme doctoral qui est assez fourni sur le sujet de la sécurité incendie. Donc, à la fois sur la thématique de la résistance au feu et des fixations, c'est la frise que vous voyez ici en haut, et d'autre part sur le développement du feu et sa propagation. Alors, on nous a fait des petits nuages de pointe où tous les petits points que vous voyez ici, ce sont des doctorants qui sont passés par le CSTB ou qui y sont encore d'ailleurs. Tout le nuage de points que vous voyez en haut concerne les aspects de structure et de comportement des structures. Le nuage du point du dessous, c'est toutes les thèses qui ont été faites et qui sont en cours d'être faites sur le comportement au feu des fixations et des scellements, avec notamment un développement assez important dans les dernières années des scellements chimiques et donc forcément de développement aussi de travaux sur leur comportement au feu. Dans la thématique de propagation du feu, des travaux sur la modélisation de brouillard d'eau qui remontent déjà un petit peu, mais cette thématique de la protection active revient sur le devant de la scène, notamment avec le développement des matériaux combustibles dans la construction ou même l'introduction de batteries électriques de plus en plus fréquentes dans les véhicules et dans la mobilité. Des études aussi qu'on a vu, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le désenfumage, consécutif notamment aux sinistres qui ont eu lieu dans les tunnels dans les années qui ont précédé. Une thématique façade également, qui monte de façon assez importante, puisque les façades sont parmi les principales parties d'ouvrage qui contribuent à la décarbonation dans le deuxième seuil de la réglementation environnementale. Et puis des travaux effectivement plus récents qui accompagnent le développement du bois et des biosourcés, qui sont globalement sur le développement du feu et la prise en compte des matériaux combustibles. Le CSTB, dans toutes ces approches-là, apporte des travaux scientifiques pour sécuriser les bâtiments et donner lieu éventuellement à des évolutions réglementaires quand c'est nécessaire. Dans nos orientations futures, nous avons les sujets que nous avons listés ici. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a une thématique effectivement sur les nouvelles énergies qui émergent aujourd'hui avec un lien vers la protection active. Notamment parce qu'en fait, quand on introduit par exemple des véhicules électriques dans des parkings,
ou que tout simplement tout un chacun introduit ou stocke des batteries électriques de trottinettes ou autres dans les logements, on a des nouveaux cas de sollicitation incendie qui apparaissent, qui aujourd'hui manquent de qualification. Et donc, le CSTB a des travaux en cours avec des assureurs, avec des industriels, pour appréhender au mieux ce risque. Deuxième axe sur les matériaux biosourcés, dont j'ai déjà parlé. Ça, c'est un axe qui est quand même relativement important depuis plusieurs années et qui a donc, comme je l'ai déjà dit, donné lieu à des évolutions réglementaires déjà. Et enfin, bien sûr, un axe qui est toujours important, qui est un peu le fil rouge pour le CSTB, c'est le comportement au feu sur la partie produits innovants, produits et procédés innovants. Puisque effectivement, par définition, un procédé qui est innovant et qui ne relève pas d'un code de construction connu, d'un eurocode, etc., a besoin d'avoir sa propre qualification de performance au feu. Et le CSTB mène des travaux en conjonction avec les industriels sur ces questions-là. Et donc j'en ai fini pour cette introduction. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Donc nous allons passer aux présentations. Dans l'heure et demie qui vient, nous aurons donc 3 présentations. Une première sur le phénomène de feu couvant dans le bâtiment, qui est un phénomène qui a été jusque-là peu étudié et qui préoccupe la communauté scientifique et les services de secours. Une deuxième présentation sur les façades, les façades face à la propagation des incendies, donc un sujet un peu plus historique, mais nous aurons une deuxième présentation là-dessus. Et un troisième sujet sur l'accompagnement donc à l'usage des nouveaux matériaux géosourcés, biosourcés et à impact carbone réduit mis vis-à-vis du risque incendie. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Véronique Marchetti, responsable du pôle recherche expertise feu, et à notre doctorante Lydia Hamad pour le premier sujet, donc sur les feux couvants dans le bâtiment. Je vous rappelle que vous pouvez passer vos questions dans le fil de discussion et Véronique et Lydia y répondront à l'issue des 20 minutes de présentation. Je vous laisse la parole. Merci Florent. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la problématique du feu couvant dans le bâtiment et vous exposer nos actions de recherche afin de comprendre et anticiper ce risque qui est encore mal évalué. Donc, je vais d'abord vous donner des définitions du feu couvant. Ensuite, je présenterai le contexte et les enjeux liés à cette problématique. Nous verrons ensuite les verrous scientifiques et techniques. J'aborderai ensuite, je présenterai un aperçu de nos actions de recherche qu'on mène au CSTB et donc je laisserai la parole à Lydia qui, elle, parlera de ses avancées, de sa thèse dans ce domaine. Alors, le feu couvant, qu'est-ce que c'est? En fait, un feu couvant, c'est une forme de combustion lente à basse température sans flamme. On a des définitions qui sont données dans des normes européennes qui parlent du feu couvant et qui mentionnent bien que c'est une combustion d'un matériau sans flamme, avec ou sans lumière visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on inclut aussi le phénomène d'incandescence. Le phénomène d'incandescence, vous le connaissez tous. Quand vous faites un barbecue en été, vous voyez le charbon de bois qui rayonne. Donc ça, c'est de l'incandescence et c'est un feu couvant. On a aussi, donc là, je vais vous passer un petit film ici qui montre le développement d'un feu couvant selon la norme européenne. Donc, on voit qu'on applique une petite flamme sur la surface d'un matériau biosourcé, on éteint et on regarde, on constate qu'il y a un résidu carboné qui s'étend sans présence de flamme. Donc, c'est vraiment ça le feu couvant. On ne voit pas de présence de flamme. Alors, le feu couvant, il est possible dans l'histoire d'un incendie. Ici, je vous ai représenté une courbe de développement d'un incendie. Donc, on a un incendie, on a une phase de croissance, on a une inflammation des matières combustibles. Ça se propage, on peut avoir un feu pleinement développé, et ensuite on a une phase de décroissance parce qu'on a consommé toute la masse combustible et on a une extinction des flammes. Donc, le feu couvant, il peut se situer à différents stades de ce développement. Tout au début, avant l'inflammation,
ou en coexistence avec des parties enflammées dans le local, par exemple, mais aussi à la fin quand il n'y a plus de présence de flamme. Donc, c'est ce fameux phénomène d'incandescence. Donc là, je vous ai juste reporté dans le petit tableau des valeurs de température et de chaleur dégagées par le feu couvant pour vous montrer que c'est un phénomène moins intense que la combustion avec flamme. Alors le feu couvant, c'est un feu sélectif. Il ne se fait pas sur tous les matériaux. Les matériaux propices au feu couvant ont des caractéristiques suivantes. Ils ont une forte porosité parce qu'il y a nécessité de diffuser l'oxygène de l'air à l'intérieur du matériau. Ils doivent conserver la chaleur, donc ils ont une faible conductivité thermique. Il faut une teneur en matière organique, bien sûr, hein, parce qu'il faut du combustible pour pouvoir faire ce feu. Il faut qu'ils aient une cinétique de combustion assez lente, donc il ne faut pas qu'ils aient une très forte réactivité à l'oxygène non plus. Et il faut surtout qu'ils produisent des résidus charbonneux, comme on a vu, cette couche de charbon qui progresse au cours du feu couvant. Là, je vous ai donné plusieurs exemples, donc ça touche pas mal de matériaux dans des domaines très variés, hein, de l'agroalimentaire en passant par la biomasse, les feux de tourbe, on les voit dans les feux de forêt, hein, et les matériaux biosourcés qu'on retrouve dans le bâtiment, mais également des polymères synthétiques comme les mousses de polyuréthane ou des mousses phénoliques qui peuvent générer du feu couvant. Alors, le feu couvant, il résulte d'une réaction thermochimique dans des matériaux poreux couplés à un transfert de chaleur et de gaz à l'intérieur du matériau. Donc là, je vous ai écrit simplement des réactions principales qui se passent lors de la combustion. Donc, comme vous le savez, la première phase, c'est la phase de pyrolyse. Cette phase de pyrolyse, c'est le combustible qui va, sous l'action de la chaleur, se dégrader. En se dégradant, il va générer des gaz de pyrolyse inflammables. Il va produire du char, plus ou moins de façon importante en fonction du solide. Et ce char, ce résidu charbonneux, alors on l'appelle char en langage scientifique, hein, mais ce résidu charbonneux, lui, peut s'oxyder avec l'oxygène de l'air. Et c'est ça, en fait, qui est lié au feu couvant. C'est l'oxydation du solide. On appelle ça l'oxydation hétérogène parce que c'est un solide qui s'oxyde avec l'oxygène de l'air. Et c'est une réaction qui est exothermique, qui va produire de la chaleur et certains gaz. Et on a aussi les gaz de pyrolyse issus donc, de cette phase de pyrolyse de décomposition du combustible, qui là est une phase endothermique, ça ne produit pas de chaleur, qui eux, ces gaz-là, vont réagir avec l'oxygène et donc ils vont s'oxyder et ils vont brûler et c'est là qu'on voit l'apparition des flammes. Donc pour bien comprendre, hein, le feu couvant, c'est l'oxydation du solide, il n'y a pas de flamme. Feu avec flamme, c'est l'oxydation des gaz de pyrolyse. Donc, les paramètres clés sont la disponibilité de l'oxygène. Comme je l'ai dit, l'oxygène doit diffuser dans le matériau, le transfert de chaleur dans le matériau et surtout la production de ce résidu charbonneux. Alors, le feu couvant, c'est un feu discret, mais qui est très préoccupant. Ici, je vous présente les résultats d'une enquête que nous avons menée auprès des assureurs, des services de sécurité et de secours, pardon, et de certains laboratoires pour comprendre, avoir leur retour sur la compréhension du feu couvant, s'ils connaissaient tous ce phénomène, s'ils étaient confrontés tous à ce phénomène au cours de leur action sur le terrain et comment ils le géraient. Donc, les avis convergent, hein, ils sont tous d'accord pour dire que c'est une combustion lente et peu perceptible, qui est souvent liée à des points chauds et en milieu confiné. On touche à toutes les typologies de bâtiments, que ce soit habitation, ERP, IGH, industrie, agricole, puisque c'est assez répandu. Et que les zones concernées sont souvent des zones qui sont difficilement accessibles, un peu confinées. Sur le terrain, le retour d'expérience, c'est au niveau, en tout cas des pompiers, leur intervention montre qu'ils rencontrent le feu couvant, comme j'ai dit, pendant l'incendie ou post-incendie. Là aussi, c'est aussi problématique. Et que le travail de localisation des foyers de feu couvant est difficile, ça demande de l'investigation. Et il faut souvent, pour accéder au foyer, dégarnir, déblayer. Et c'est cette phase-là qui est assez dangereuse parce que
en faisant cette action, on ramène de l'oxygène et donc on peut basculer d'un feu couvant à un feu avec flamme beaucoup plus dangereux. La gestion sur le terrain, donc comme je l'ai dit, il y a donc la recherche de points chauds, une investigation qui nécessite de l'équipement, des caméras thermiques, des mesures de monoxyde de carbone et des surveillances prolongées après l'incendie pour éviter les reprises. Les dommages, ce que nous ont rapporté les assureurs, c'est que les dommages sont principalement matériels et économiques, mais parfois ils peuvent être très importants. Malheureusement, on a un manque de données statistiques qui rend ce phénomène encore peu quantifié. Alors, on est confronté à pas mal de verrous au niveau scientifique sur ce phénomène. D'une part, on constate que la recherche, elle est disparate. On l'a bien vu, hein, c'est un phénomène qui concerne plein de domaines, donc on a des méthodologies différentes en fonction des domaines. On a vu que la cinétique, elle est complexe et elle est liée à différentes histoires du feu. Ça peut être avant l'inflammation ou ça peut être post-incendie aussi. Les normes d'essai sont insuffisantes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la 16733 où on a vu le petit film. Cette norme, elle est valable que pour une certaine typologie d'isolants et on ne voit pas, et elle est monomatériaux, donc on n'évalue pas le système. Et il y a aussi peu de retours, comme j'ai dit, d'expérience en conditions réelles. Donc par conséquent, on a du mal à maîtriser sur le terrain la propagation, surtout au niveau des points singuliers de la construction. La détection n'est pas assez fine. On a eu le retour des services de secours qui nous ont dit on a besoin de travailler sur la détection. Il faut mettre en place des recommandations constructives. À l'heure actuelle, elles sont limitées par rapport à ce phénomène, qu'on a un manque de protection ciblée et que le risque opérationnel pour les services de secours est accru. Alors ici, je vous présente un petit schéma qui illustre nos actions de recherche au CSTB. Au niveau du feu couvant, en fait, on a différentes approches. Il faut voir le feu couvant sous différents angles. Donc, il y a un angle méthodologique, parce que, comme on l'a dit, donc, il y a une norme existante qui n'est pas suffisante. Donc, il faut savoir quel protocole, quel type d'essai on pourrait mettre en place en laboratoire pour avoir des résultats fiables sur l'estimation du feu couvant, à la fois sur les matériaux et à la fois sur des matériaux associés dans un système constructif. Il faut aussi travailler sur la connaissance des caractéristiques des matériaux, biosourcés ou plus largement organiques. Pourquoi? Parce que en fait, il faut rattacher ces résultats de feu couvant au niveau méthodo aux paramètres des matériaux. Il faut qu'on regarde les densités, l'influence des densités, des porosités, mais aussi des adjuvants. Par exemple, l'ajout d'inifugents. Est-ce que les retardeurs de flamme vont favoriser le feu couvant ou vont, comme pour l'inflammation, le retarder? Donc ça, on n'a pas assez de recul là-dessus. Et aussi, travailler sur la solution constructive, donc changer d'échelle pour pouvoir voir comment se fait la propagation quand on associe plusieurs matériaux. Est-ce qu'il y a des associations de matériaux qui sont rédhibitoires ou qu'il faut éviter pour pas exacerber justement ce phénomène? Donc tout ça, ça permet toutes ces actions permettent de structurer notre recherche et de pouvoir répondre à plusieurs enjeux, à la fois sur la stabilité des structures, sur la propagation au feu, sur l'évacuation, sur la détection, comme elle a dit, mais aussi sur l'innovation des matériaux, travailler sur les caractéristiques du matériau pour pouvoir ralentir ce phénomène. Alors, nos objectifs clés dans le cadre de nos recherches est de pouvoir bien caractériser, comme je l'ai dit, donc ça nous demande d'adapter, de faire des adaptations expérimentales, de mettre en place des bancs qui sont modulaires, évolutifs en fonction des différentes échelles et en fonction des scénarios qu'on veut appliquer. On doit travailler aussi sur la détection. Donc la détection, c'est pas simple. Ça nécessite une analyse pluridisciplinaire où on doit croiser la thermique, la chimie et la physique. Donc c'est vraiment travailler en équipe pluridisciplinaire. Et aussi, l'objectif est de pouvoir prédire et de pouvoir préparer, donner des outils prédictifs qui vont permettre de protéger les personnes, les biens et l'environnement vis-à-vis de ce risque
en s'appuyant sur des données expérimentales, en s'appuyant, quand c'est possible, sur des analyses de retour d'expérience et de pouvoir travailler au niveau modélisation. Donc là, je vous ai illustré les différents bancs possibles pour travailler sur le feu couvant. Il en existe bien d'autres, hein, mais par exemple, au CSTB, nous avons un cône calorimètre, comme l'a présenté Florent, qui est très utile dans la recherche justement sur le feu couvant. Pourquoi? Parce que ce cône va permettre d'agresser le matériau ou plusieurs associations de matériaux sous un flux radiatif ici. Grâce à cette agression, enfin, avec cette agression, on va pouvoir capter différents éléments, instrumenter avec des thermocouples et pouvoir analyser soit des gaz, soit des particules, soit des évolutions de température. On a aussi des hottes calorimétriques qui permettent de monter en échelle. Donc, on part du matériau à une association de matériaux ou à un bout de modèle constructif et on peut aller jusqu'à l'échelle 1 pour voir aussi soit avant l'incendie, mais aussi après l'incendie, ce qui se passe. Actuellement, nous avons 2 thèses en cours sur le feu couvant. Une thèse qui est portée par Gabriella chez nous et qui porte sur la méthodologie de caractérisation innovante du feu couvant pour un système constructif. Cette thèse vient de démarrer, elle a démarré en octobre dernier. Elle se fait en collaboration avec Centrale-Lille et Soprema. Et le but ici, c'est de pouvoir élaborer un protocole adapté au système constructif qui va intégrer la géométrie réelle des parois, des conditions de ventilation, des modes d'initiation réalistes du feu couvant et de mettre en place des critères de performance adaptés. Et on a une deuxième thèse, donc c'est la thèse de Lydia, qui porte sur les identifications de traceurs spécifiques du feu couvant pour des systèmes constructifs associant des matériaux biosourcés. C'est une thèse en collaboration avec l'école des mines d'Alès et RISE. Et je vais laisser la parole à Lydia, qui va vous exposer l'avancement de ses travaux de thèse. Du coup, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de thèse qui porte sur l'identification des traceurs spécifiques du feu couvant pour des systèmes constructifs associant des matériaux biosourcés. L'objectif de ces travaux est de développer une solution innovante permettant une détection précoce d'un feu couvant. Pourquoi s'intéresser au feu couvant? Aujourd'hui, les matériaux biosourcés sont de plus en plus utilisés dans le secteur de la construction, notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Cependant, ces matériaux ils sont très vulnérables et très propices au feu couvant, un danger invisible qui peut aggraver considérablement la propagation d'un incendie. Le principal problème est que ce type de feu n'est pas facile à détecter, même très difficile, d'où l'émergence de la problématique de ma thèse d'un manque d'outils fiables pour la détection du feu couvant dans des systèmes constructifs biosourcés. Donc, la question qu'on a posée dans ce contexte, la question qu'on a posée à la recherche, c'est quels sont les indicateurs thermiques, chimiques, qui peuvent être comme des critères pertinents pour l'amorçage d'un feu couvant dans des systèmes constructifs biosourcés. L'hypothèse centrale qui guide ce travail est que l'apparition d'un feu couvant dans des systèmes constructifs est accompagnée de traceurs ou des signatures chimiques ou thermiques mesurables pouvant être exploités pour développer des systèmes de détection et de modèles prédictifs. Et enfin, donc l'objectif principal de ma thèse est d'identifier des critères pertinents pour une détection précoce du feu couvant dans des systèmes constructifs biosourcés, en vue donc du développement d'outils de gestion adaptés aux bâtiments. Afin de répondre à cet objectif, donc, on a adopté cette démarche scientifique. Donc, nous avons déjà commencé par une analyse et une étude approfondie de l'état de l'art sur les différents paramètres de caractérisation et les différents paramètres qui peuvent influencer le feu couvant. On a ensuite donc fait une sélection des différents matériaux qui sont émergents dans la construction actuellement
et la mise en place des différentes approches qui vont nous permettre donc de générer le feu couvant dans des conditions contrôlées et répétables. Et enfin, une analyse multiparamétrique des différents paramètres de caractérisation. Donc, afin de mieux comprendre, afin de mieux caractériser les monomatériaux, nous avons cherché d'abord à bien comprendre en détail les différentes étapes de leur dégradation thermique lors d'un feu couvant. L'objectif était de déterminer s'il est... L'objectif était de déterminer s'il est possible de distinguer expérimentalement les deux étapes majeures de dégradation. La pyrolyse, qui se déroule en absence ou quasi de l'oxygène, et la thermoxydation du résidu charbonneux, qui intervient ensuite avec consommation de l'oxygène. L'enjeu était d'identifier pour chacune de ces étapes des signatures spécifiques, notamment en termes d'énergie, d'émissions chimiques. Et cette combinaison de paramètres thermiques et chimiques nous a permis donc de développer des modèles prédictifs spécifiques aux monomatériaux. Dans le cadre de ma thèse, j'ai utilisé deux approches complémentaires pour générer le feu couvant. La première, c'est le concalorimètre, selon la norme, conformément à la norme 5660-1. C'est une agression continue tout au long de l'essai avec un flux radiatif qu'on a imposé. Ce banc d'essai, il a été adapté à nos besoins. On a ajouté donc une cheminée pour faire des prélèvements des émissions et de l'analyse des émissions chimiques et des particules tout au long de l'essai. La deuxième approche est le banc d'essai feu couvant, conformément à la norme 16733. Ce banc d'essai, cette fois-ci, on a plutôt une agression discontinue où on met donc une source de chaleur pendant 15 minutes, on arrête et on regarde la propagation du feu couvant. Ce banc d'essai est également donc adapté où on a ajouté donc une boîte en silicate pour pouvoir donc maîtriser au mieux les conditions d'environnement expérimentaux et également donc on a ajouté une cheminée pour faire l'analyse des émissions et des particules. Maintenant donc je vais vous présenter un essai qu'on a fait des panneaux de fibres de bois sur le banc d'essai 16733. Donc, la première image que vous voyez sur les images correspond à l'état de l'échantillon après l'arrêt de la source de chaleur. Donc, sur ce banc d'essai, on agresse thermiquement avec un brûleur l'échantillon pendant 15 minutes, puis on arrête la source de chaleur. On observe ensuite l'évolution de francs de carbonisation à la surface des images, à la surface de ces images comme vous voyez. Ces images donc montrent que le feu couvant continue à propager même si on a arrêté la source de chaleur. Donc les essais sont arrêtés lorsque l'éprouvette est totalement consumée ou lorsque elle subit une déformation importante entraînant sa chute. Sur cette slide, je vous montre des résultats où on compare ici le feu couvant et feu avec flamme. Je vous présente quelques résultats qu'on a obtenus sur les émissions chimiques, notamment le ratio CO-CO2 qui est connu comme indicateur de combustion dans la littérature. Donc, comme vous voyez, c'est qu'il y a deux essais. La courbe bleue, la courbe orange, c'est un essai feu couvant classique. Et la courbe bleue, c'est un essai feu couvant jusqu'à 90 minutes où on a voulu faire un déclenchement d'une flamme volontaire. La vidéo. Où on a voulu donc faire un déclenchement d'une flamme volontaire sur l'éprouvette pour pouvoir donc comparer les ratios CO-CO2 lors d'un feu couvant et le ratio quand on a feu avec flamme. Ce qu'on a observé, c'est que quand il y a le brûleur qui est actif ou même la flamme qui apparaît après 90 minutes, on a un ratio CO-CO2 qui est très faible et qui chute aux alentours de 0,2. Quand il y a le début de feu couvant ou même l'installation du feu couvant sur notre éprouvette, on a un ratio CO-CO2 donc plus élevé aux alentours de 1. On a remarqué aussi la même tendance pour le CH4.
quand on a plus d'émissions chimiques quand on a du feu couvant que quand on a un feu avec flamme. Donc, dès que l'apparition de la flamme, on voit des chutes également des émissions du CH4. Mais pour mieux comprendre ces émissions, qu'on voit qu'elles sont plus importantes lors d'un feu couvant, nous étudions également donc les COV, c'est-à-dire les composés organiques volatiles. Ils sont classés selon la longueur de leur chaîne carbonée et donc selon leur volatilité. On distingue donc les très volatiles, les volatiles et les semi-volatiles étant les plus lourds. Dans le cadre de ma thèse, nous intéressons particulièrement à ces trois catégories. Cette étude est menée en collaboration avec la direction Santé, Ambiance et Mobilité au sein du CSTB. Les résultats obtenus, donc ce que l'on observe donc sur les résultats obtenus sur le même exemple, donc comparaison feu couvant versus feu avec flamme, c'est que l'ensemble des catégories de COV, les concentrations sont nettement plus élevées lors d'un feu couvant qu'en présence de flamme. Par exemple, les TVOC, donc les totaux, sont environ 100 fois plus élevés lors d'un feu couvant que quand on a un feu avec flamme. On observe également des tendances similaires pour les SVOC, donc les semi-volatiles, et les VVOC, qui sont également plus émissifs. Cela montre que le feu couvant constitue une source particulièrement importante d'émissions chimiques. En conclusion, donc lors de ma première année, on a commencé à travailler donc sur la dynamique du feu couvant, de bien comprendre les différents mécanismes de dégradation de ces matériaux-là sur des monomatériaux, tout en ayant donc un objectif d'aller vers des systèmes constructifs. On a également fait une analyse approfondie des émissions gazeuses produites lors d'un feu couvant. Actuellement, on travaille sur une nouvelle mise en place d'une nouvelle approche pour les isolants en vrac. L'objectif où j'ai pu faire des essais donc à RISE avec leur banc d'essai, l'objectif est d'étudier donc l'influence du retardateur de flamme sur la dynamique du feu couvant et les émissions produites. On travaille aussi sur l'investigation des aérosols. Et enfin, donc on a également on a aussi pour objectif de travailler sur une approche de modélisation du feu couvant. Merci Lydia. Donc, comme vous l'avez compris, le feu couvant est quand même demande des différents niveaux d'approche. Et pour conclure, on peut dire que le feu couvant nécessite d'avoir une approche systémique pour mieux comprendre tous les phénomènes qui sont multifacteurs. Donc, il faut une approche système, que les enjeux opérationnels sont importants au niveau de la détection, mais également pouvoir apporter des préconisations pour limiter la propagation du feu couvant dans les systèmes constructifs et anticiper la reprise de feu après un incendie. Donc, il faut mettre en place des outils et des stratégies avancées, pour pouvoir coupler aussi l'expérimentation et la modélisation, c'est un sacré challenge, hein, mais il faut avancer dans cette direction pour pouvoir créer des modèles prédictifs et transformer la connaissance scientifique en actions concrètes pour mieux anticiper, maîtriser le feu couvant dans des solutions constructives. Je vous remercie et nous sommes prêtes pour d'éventuelles questions. Bien, écoutez, merci Véronique et merci Lydia pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Alors peut-être une première question pour toi, Véronique. Est-ce que tu penses que l'inifugation, telle qu'on la connaît classiquement sur les matériaux, peut être une solution pour limiter le feu couvant? C'est justement une bonne question. Alors, je vais dire oui, parce que les premiers résultats d'IDIA montrent que ça va dépendre de la nature de l'inifugent et de la quantité d'inifugent. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et on pourrait penser, hein, l'inifugation, le mécanisme, c'est quoi? C'est on va créer ce fameux char, ce résidu charbonneux. Et comme je l'ai dit, oui, mais quand on crée du char, ça favorise le feu couvant. Mais en fonction de, enfin, l'inifugent, lui, va capter l'oxygène aussi.
le retardateur de flamme va capter l'oxygène, et donc on va avoir ces éléments en moins. Donc c'est un équilibre. Et il faut comprendre où on doit mettre la frontière pour basculer, soit éviter le feu couvant ou on est à la limite. Donc c'est à étudier et c'est ce qu'on est en train de faire avec Lydia aussi à travers les émissions. Et la dynamique. Ok, je vous rappelle, alors merci pour cette réponse. Je vous rappelle juste pour la tenue webinaire que si vous avez des questions, vous pouvez nous en faire part uniquement par écrit. Je suis désolé, vous êtes très très nombreux à être inscrits et donc c'est un peu l'éthique de tenue du webinaire. Donc n'hésitez surtout pas à écrire. Une question a été posée sur la détection donc des gaz que vous avez pu identifier. Alors déjà, est-ce qu'il existe des détecteurs, on va dire? Est-ce que on est en capacité de passer de ces indicateurs que vous avez identifiés à l'échelle matériaux à des systèmes de détection qui seraient fiables, robustes à l'échelle du bâtiment? Tiens, tu veux répondre? Alors, il n'existe pas des détecteurs qui sont des détecteurs qui prennent juste, par exemple, le Oranex qui fait une détection juste du monoxyde de carbone, ce qui est insuffisant pour détecter le feu couvant, malheureusement. Donc, c'est un peu la problématique et c'est ça un peu le challenge. Par rapport à là actuellement, c'est vrai que l'approche, on a vraiment commencé à travailler sur différents matériaux, de bien comprendre déjà les mécanismes, et c'est surtout aussi de bien comprendre la spécificité de chaque phase. Ça, en fait, c'est pour chercher des traceurs, mais pas que des traceurs chimiques. On travaille aussi de la physico-chimique et de la thermique aussi. On essaye de faire une combinaison. Ensuite, donc, on a pour objectif déjà de faire une simulation sur des systèmes constructifs qui sont émergents. Donc déjà, on passera à grande échelle, enfin à l'échelle du système. Et ensuite, et ça aussi, c'est l'intérêt qu'on a, la collaboration avec la direction où ils sont donc très des experts en qualité de leur intérieur. Donc pour comprendre aussi ce système-là à l'échelle réelle, donc passer aussi à l'échelle réelle. Et ça, en fait, on cherche vraiment, on cherche pas des monotraceurs, mais on cherche vraiment une combinaison de traceurs pour avoir donc quelque chose de fiable. Ok, très bien. Merci Lydia pour cette réponse. Écoutez, je propose de passer sans plus attendre au deuxième sujet. Donc sur la propagation incendie dans les façades, et je vais passer la parole à Brahim Ismail, qui est ingénieur de recherche expertise au CSTB dans la direction sécurité, structure et feu. Brahim, je te laisse la parole. Merci Florent. Bonjour à tous. Donc je vais enchaîner avec un sujet important aussi dans la sécurité incendie des bâtiments, la propagation des feux en façade. Je propose donc de commencer par une introduction sur le contexte général et les enjeux. Par la suite, je vais rappeler les différents mécanismes de propagation du feu en façade. Ensuite, je vais parler des essais de caractérisation, donc qu'on utilise pour évaluer le comportement en feu des façades, donc des méthodes de caractérisation à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Et je terminerai donc par un focus sur nos travaux de recherche, quelques travaux de recherche que le CSTB a menés sur cette thématique de feu de façade. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, comme vous le savez, la transition écologique avait un impact important sur le parc bâti européen. Il y avait plusieurs mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi climat européen pour réduire la consommation énergétique des bâtiments, pour augmenter en fait le taux de rénovation énergétique qui était très faible en 2020 et donc l'ambition en 2030 c'est de le doubler ou de le tripler. Donc toutes ces mesures on avait des conséquences sur la façade, sur l'enveloppe du bâtiment en général. Donc on a assisté à un renforcement remarquable de l'isolation thermique par extérieur. On a donc une massification de l'usage des matériaux biosourcés. Donc, comme mes collègues ont présenté dans l'intervention précédente, donc on a une massification de l'usage des matériaux, enfin comme
le bois, des matériaux à base des granulats végétaux, une promotion du bardage en bois. On a également assisté à un développement des façades ventilées avec des lambers, des façades végétalisées, et on voit aussi l'arrivée donc des modules photovoltaïques en façade. Donc c'est ce qu'on appelle donc les façades BIPV. Bien sûr, en fait, donc ces systèmes de façade ont montré leur performance donc sur l'aspect énergétique. Par contre, la multiplication de leurs composantes, des interfaces, les modes de fixation, conduit donc à une complexité au niveau de la façade, et donc cela introduit des nouveaux challenges, des nouveaux défis en termes de l'ingénierie, enfin en termes de la sécurité incendie qu'on doit traiter, qu'on doit évaluer, qu'on doit prendre en compte donc dès la phase de la conception du bâtiment. Donc, si on parle de la propagation de feu en façade, il est important de rappeler les 3 scénarios typiques de propagation de feu qu'on peut avoir dans la réalité. Donc, il y a le premier scénario qui correspond à la propagation d'un incendie extérieur vers une façade combustible par rayonnement. Donc, par exemple, dans le cas d'un bâtiment voisin qui prend feu et donc il propage donc soit par rayonnement ou bien par des débris enflammés, ou bien dans le cas d'un feu de forêt, par exemple. C'est ce qu'on a vu donc ces dernières années dans plusieurs pays dans le monde. Il y a le deuxième scénario donc, qui concerne la propagation d'un feu extérieur proche, donc vers la façade, encore par rayonnement ou bien par contact direct. Donc ici, on parle par exemple d'un cas où un véhicule est garé à proximité d'une façade qui va prendre feu et qui va se propager directement vers la façade, ou dans le cas où on a une matière combustible sur un balcon qui va prendre feu et de la même manière, il va se propager par contact direct ou par rayonnement. Le troisième scénario, donc c'est un scénario qui est très étudié dans la littérature scientifique, donc concerne la propagation d'un incendie intérieur à travers les ouvertures, donc les fenêtres ou les portes, vers les étages supérieurs ou les étages inférieurs. Donc ici, on parle donc d'un feu qui vient de l'intérieur, donc un déclenchement de feu qui est à l'intérieur d'un compartiment, et après donc les flammes ils vont se propager sur la façade vers le haut ou vers le bas dans le cas où on a des débris enflammés qui tombent. Donc voilà, donc la façade peut être exposée donc à un danger ou bien à une sollicitation qui vient de l'extérieur ou bien de l'intérieur du bâtiment, donc ce qui complexifie en fait l'analyse des risques associés à ces éléments. Donc la propagation de feu en façade dépend de plusieurs paramètres. Il y a bien sûr donc les paramètres géométriques, les paramètres de conception, à savoir les ouvertures, la lame d'air. Il y a les propriétés des matériaux, notamment la réaction au feu de ces matériaux. Et par la suite, il y a les conditions environnementales, notamment donc le vent et la température initiale du système. Donc, on peut distinguer plusieurs modes de propagation ou bien plusieurs mécanismes de propagation. Le premier mécanisme, donc, c'est classique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est la propagation verticale par une flamme sortante. Donc, le feu se déclenche à l'intérieur d'un compartiment. Les flammes vont briser, en fait, les fenêtres, enfin, les vitres de la fenêtre ou bien des portes. Et par la suite, ils vont se propager vers le haut, vers les étages supérieurs ou bien vers le bas dans le cas où on a des gouttelettes ou on a des débris enflammés qui tombent. Le deuxième mécanisme, donc c'est connu aussi et c'est courant, c'est l'effet cheminée. Donc en présence d'une lame d'air derrière le bardage et à cause de tirage thermique, les fumées ou bien l'air chaud va être aspiré vers le haut et donc cela va favoriser et va accélérer l'aspiration, va accélérer donc la propagation du feu qui reste parfois en fait invisible derrière le bardage. Et le troisième mécanisme qu'on peut citer ici, donc c'est lié directement aux propriétés des matériaux. Donc en présence des matériaux combustibles en façade qui présentent donc des températures de pyrolyse très faibles. Donc ça favorise et ça facilite en fait leur inflammation.
et donc ça génère des gouttelettes, ça génère en fait des débris, et donc cela va augmenter et va intensifier en fait la propagation du feu et le développement du feu dans les différentes directions. Le dernier mécanisme qu'on peut citer aussi, donc c'est la propagation horizontale. Dans le cas, on a des balcons communicants. On a un bardage continu sans recoupement, donc cela va favoriser donc le rayonnement latéral et donc une propagation du feu horizontal qui peut être rapide aussi. Alors, pour évaluer ces mécanismes de propagation de feu et notamment la propagation verticale, donc on s'appuie sur des essais de caractérisation à grande échelle. Donc, on teste des façades à échelle réelle dans leurs conditions d'utilisation. Il y a plusieurs normes, enfin, il y a plusieurs méthodes à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Le tableau, en fait, à gauche, synthétise ces méthodes de caractérisation. Donc, ces méthodes se distinguent déjà donc par la forme géométrique de corps d'épreuve. Donc, il y a des méthodes qui testent une paroi simple, une paroi plane. Il y a d'autres qui testent en fait un corps d'épreuve sous format d'angle. Et bien sûr, il y a aussi la différence au niveau de la sollicitation thermique utilisée. Donc, il y a des méthodes qui utilisent donc des foyers de bûcher de bois. Il y a d'autres qui utilisent de l'héptane, des gaz, des brûleurs à base du gaz naturel. Donc, il y a différentes sollicitations. Il y a différentes en fait configurations d'essai, mais l'objectif final c'est le même, c'est d'évaluer le comportement en feu de la façade, notamment la propagation verticale, pour valider en fait le système et pour l'intégrer dans le bâtiment en respectant donc les exigences de la sécurité incendie. Je tiens à souligner ici que au niveau européen, donc il y avait un projet européen d'harmonisation qui a été financé par la Commission européenne, qui a commencé en 2018. Et donc l'objectif, c'était de trouver une méthode en commun, donc une méthode harmonisée qui va reposer donc principalement sur la méthode britannique et la méthode allemande. Donc il y a une première phase de ce projet qui a été terminée en 2024. Il y a un rapport qui a été publié. Donc il y aura une deuxième phase pour valider et pour donc continuer en fait la démarche auprès des différents comités de normalisation européens. Alors, si on zoome donc sur l'essai qu'on utilise en France et qu'on réalise au CSTB, donc l'essai l'EPIR 2, donc l'EPIR c'est pour local expérimental pour un sondé réel à deux niveaux. Donc la configuration d'essai ici consiste à tester une façade sur 2 niveaux avec un début de 3e niveau. On simule donc le 3e scénario, c'est-à-dire le feu vient de l'intérieur. Donc le foyer de bûcher du bois est localisé au 1er niveau. Et donc, les flammes, ils vont sortir, elles vont impacter la façade. Et donc, l'objectif, c'est d'évaluer comment la façade va se comporter, comment en fait va réagir et comment les flammes vont se propager. Donc, pour en fait comprendre le comportement de la façade, donc on instrumente le corps d'épreuve par des thermocouples pour mesurer les températures. On mesure aussi le rayonnement thermique en se basant donc sur la mise en place des flumètres. Et après, il y a des observations visuelles, notamment en termes de la propagation des flammes et de la pénétration en fait des gaz chauds au niveau des jonctions, donc entre le plancher et la façade. Donc, en termes des critères d'évaluation, on s'intéresse principalement à la propagation verticale du feu.
Donc, c'est le feu atteint les niveaux supérieurs. On s'intéresse également à la projection des gouttelettes, les débris enflammés. Donc, on regarde la durée, l'intensité de ces débris. On regarde également les températures mesurées. Si bien sûr elles dépassent les seuils réglementaires pendant une durée donnée. Et bien sûr, donc il y a l'aspect mécanique. Donc, on regarde s'il y a une chute d'éléments, s'il y a un décollement, une fissuration, une rupture ou de manière générale, donc une dégradation de l'isolant ou du parement. Donc, c'est un essai en vraie grandeur, comme vous voyez sur la photo à gauche. C'est un essai qui permet d'évaluer donc la façade dans ses conditions d'utilisation. Donc, par contre, c'est un essai qui est lourd et qui est coûteux. Donc, c'est pour cela, au CSTB, on a la possibilité de proposer une démarche de caractérisation multi-échelle, une approche qui repose donc sur des essais, par exemple, à petite échelle. Donc, ici, on parle sur un échantillon en fait, de 10 cm x 10 cm qui va être exposé à un flux thermique en utilisant donc, le moyen technique, le moyen du camp calorimètre que mes collègues ont présenté tout à l'heure. L'objectif ici, c'est d'avoir une idée sur les propriétés de combustibilité, les propriétés d'inflammabilité du matériau. Et on peut coupler en fait ce dispositif avec un autre équipement qui permet d'identifier les gaz émis, donc le FTIR, et cela va nous aider à comprendre, à analyser donc le comportement du matériau. Par la suite, donc on peut proposer d'autres essais à une échelle un peu plus grande, donc l'échelle de SBI, où ici on teste le système. On peut regarder donc la propagation verticale, la propagation latérale. On peut mesurer des grandeurs physiques qui vont nous aider à comprendre le comportement du matériau. Par contre, ici, on expose le système à un scénario de feu modéré, donc un feu de poubelle, donc qui reste très faible par rapport à ce qu'on peut trouver dans la réalité dans le cas des incendies de façade. Il y a un autre essai qu'on peut proposer au CSTB aussi, donc c'est un essai mini-hyper. Donc ici, on se rapproche de la façade réelle. Donc on réalise des essais sur un corps d'épreuve qui mesure 5 mètres de hauteur, 2,50 m de largeur. On expose la façade à un foyer de bois, en fait, qui permet de générer une puissance de 1,5 MW. On instrumente aussi le corps d'épreuve pour évaluer donc les différentes grandeurs physiques et on regarde donc la propagation verticale, la propagation latérale et les différents paramètres qui permettent donc de comprendre le comportement du système et par la suite de proposer des solutions d'amélioration si on voit que en fait le système ne se comporte pas comme il faut. Donc, on peut proposer donc des solutions d'amélioration et une optimisation avant donc d'aller réaliser l'essai l'EPER 2 qui est donc lourd et coûteux comme je disais tout à l'heure. Donc, cette démarche multi-échelle expérimentale donc, est liée toujours avec une approche de modélisation. Donc, dans le cadre de nos prestations, il y a toujours un échange entre les essais et la modélisation. Donc, les essais permettent de valider et calibrer les modèles numériques et la modélisation permet donc d'ajuster et d'optimiser les essais. Donc, l'objectif final, c'est de proposer une solution optimale, d'identifier en fait la configuration optimale de l'essai et donc après de valider en fait la solution la plus sécurisée qui est remplie et qui répond donc aux exigences de la sécurité incendie. Donc, en parallèle à ces activités donc, des essais de modélisation, le CSTB conduit depuis plusieurs années des projets de recherche sur sa thématique de feu de façade. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner nos clients, d'accompagner les industriels dans l'innovation par des connaissances scientifiques
pour mieux comprendre en fait le risque d'incendie. Donc ici, on s'intéresse à l'étude des mécanismes physiques de propagation du feu en façade, notamment donc l'interaction entre la flamme et la paroi, la propagation verticale du feu, mais il y a aussi la notion en fait du vieillissement sur l'impact du vieillissement sur le comportement au feu des bardages. Donc quand en fait ces éléments-là, notamment les éléments de bardage, sont exposés et sont utilisés donc à l'extérieur, donc sont exposés à des conditions climatiques extrêmes, donc ça pourrait donc influencer leur microstructure et donc ça impacte leur comportement en feu. Donc, bien sûr, ces activités de recherche nous permettent d'alimenter les référentiels réglementaires et normatifs. Et l'objectif final, c'est d'aider en fait les industriels à sécuriser en fait les solutions constructives et innovantes. Donc, ces activités de recherche sont toujours donc en partenariat avec des laboratoires académiques, des industriels, des autorités réglementaires, en s'appuyant bien sûr sur des moyens expérimentaux, des moyens numériques, donc en utilisant notre plateforme expérimentale multi-échelle et des modèles en fait de modélisation numérique avancés. Donc, pour illustrer un exemple de ces projets de recherche qu'on a menés ces dernières années, donc je présente ici le projet Firewall. Donc, c'est un projet ANR qui a été financé par l'Agence nationale de recherche et qui a été en collaboration avec deux partenaires académiques, deux laboratoires académiques, le laboratoire CITIL, le laboratoire LEMTA, l'Université de Maryland aux États-Unis. Et c'est un projet que justement en fait avec pour objectif d'étudier le comportement en feu des façades et qui a été basé donc sur une approche multi-échelle, une approche combinée entre l'expérimental et le numérique. Donc il y avait des essais à petite échelle pour comprendre la combustion des matériaux, pour comprendre en fait les différents mécanismes dans des conditions maîtrisables. Par la suite, il y avait des essais à échelle intermédiaire où ici donc on introduit d'autres facteurs qui vont complexifier en fait la configuration d'essai et on voit donc l'interaction entre la flamme et la paroi, on voit en fait l'interaction entre d'autres éléments qui constituent la façade et par la suite il y a des essais en fait à échelle, enfin à grande échelle qu'on a réalisé au CSTB et qui permet donc de valider les différents résultats obtenus à petite échelle et à moyenne échelle. Donc, on a réalisé des essais sur des façades incombustibles en silicate de calcium, sur des façades combustibles en bois. L'objectif, c'était de comparer entre les deux configurations, c'était de trouver donc et d'identifier la contribution d'une façade combustible. Donc, les essais ont été réalisés dans les locaux de CSTB, donc sous une haute calorimétrie qui permet de mesurer une grandeur importante, donc pour évaluer le comportement au feu des matériaux en général et le comportement des façades en particulier, donc le taux de dégagement de chaleur ou bien le débit calorifique. Donc, on a exposé la façade à une sollicitation thermique à l'aide d'un brûleur modulable, un brûleur qui permet de générer une puissance de 1,5 MW et qui nous donne la possibilité donc d'assurer donc une attaque thermique linéaire et homogène. Par la suite, donc, on a instrumenté les corps d'épreuve. On a utilisé une instrumentation complète. Donc, il y avait plus de 90 capteurs. Il y avait des flumètres totaux, des flumètres radiatifs qui ont été développés par notre partenaire académique, le LEMTA, dans le cadre de ce projet. Il y avait donc des capteurs de température à proximité de la façade pour mesurer les gaz chauds. Il y avait des capteurs dans le bois pour mesurer, en fait, et pour repérer donc le front de carbonisation et pour avoir une idée sur le transfert thermique dans le bois. Donc, l'idée et l'objectif final, c'était d'avoir le maximum possible d'informations, le maximum possible des données expérimentales pour alimenter les modèles numériques, pour calibrer ces modèles et pour évaluer donc leur efficacité dans la prédiction de la propagation de feu en façade.
Donc, en termes des résultats expérimentaux, on a, bien sûr, comme attendu, on a montré et on a constaté que dans le cas de la façade combustible, il y avait une contribution significative en termes de taux de dégagement de chaleur. Donc, notamment au début de l'essai, où on atteint donc un pic. Donc, dans les 5 premières minutes, on atteint un pic qui nous donne un écart de 600 kW par rapport à la façade incombustible. Par la suite, en fait, ça redescend et ça reste stable pendant toute la durée de l'essai à cause donc de la formation de cette couche du charbon qui forme donc une couche isolante et qui ralentit la pyrolyse du bois. Cette contribution a été aussi confirmée par les résultats de l'action thermique ou bien les résultats des flux thermiques perçus par la paroi. Donc, on a montré que le flux thermique perçu par la paroi combustible est très élevé par rapport à ce qu'on a trouvé dans le cas de la paroi incombustible. Donc, il y a presque une différence de 50%. Et cela valable donc sur toute la hauteur de la façade, comme on voit sur la figure à droite, qui montre l'évolution de flux thermique en fonction de la hauteur de la façade. Donc, il y avait un écart à peu près de 50% sur toute la hauteur de la façade. Donc, entre les valeurs des flux thermiques obtenus dans le cas de la façade combustible et c'est ce qu'on a trouvé donc dans le cas de la façade combustible. Par la suite, on a exploité ces données expérimentales pour évaluer la capacité des codes d'ingénierie de la sécurité incendie à prédire la propagation du feu le long d'une façade. Donc ici, on a utilisé le code FDS, donc Fire Dynamic Simulator. Donc c'est un code qui a été développé par le NIST aux États-Unis, qui est très utilisé dans l'ingénierie de la sécurité incendie. Donc on a reproduit la configuration d'essai, bien sûr, en reproduisant donc les moyens de mesure, donc les capteurs, leur position, les conditions limites au niveau de la haute calorimétrique et les différents éléments qui peuvent impacter donc la propagation de feu au niveau de façade. Et on a essayé donc de prédire l'action thermique appliquée sur la façade. Donc on a obtenu en termes de flux thermique perçu par la paroi, on a obtenu des résultats qui présentent un écart inférieur à 20% par rapport aux mesures expérimentales. Donc c'est un écart qui reste acceptable en ingénierie de la sécurité incendie. Par contre, dans le cas d'une façade combustible, on a fait le même exercice. On a utilisé donc un modèle de pyrolyse intégré à FDS. Et donc, dans ce cas, on a eu une cohérence satisfaisante entre l'expérimental et le numérique en termes de taux de dégagement de chaleur. Par contre, au niveau des flux thermiques, au niveau de l'action thermique perçue par la paroi, on a vu un écart significatif donc entre les valeurs expérimentales et celles issues du FDS, donc ce qui montre donc encore des limites au niveau de ces modèles à prédire donc le comportement au feu des façades dans des cas complexes et dans des configurations complexes. Bien sûr, en fait, cet écart significatif peut être attribué donc majoritairement aux erreurs numériques et notamment en fait les modèles intégrés et les modèles utilisés au niveau du FDS, mais il faut pas négliger donc les erreurs donc qu'on peut avoir au niveau des mesures expérimentales. Donc, il y a des travaux au niveau des CSTB qui sont en cours et qui seront envisagés pour améliorer cet aspect, pour fiabiliser en fait ces codes de calcul et pour améliorer donc la fiabilité de ces codes. Alors, si on synthétise, donc la transition énergétique nous impose aujourd'hui des configurations constructives complexes, intégrant donc des nouveaux matériaux avec des propriétés variables, avec des interfaces, des modes de fixation différents. Donc, cela donc a créé donc des nouveaux enjeux de propagation de feu de façade qui nécessitent une compréhension fine, une compréhension
l'utilisation des différents mécanismes en se basant donc sur des approches expérimentales multi-échelles combinées à la modélisation numérique pour mieux caractériser le comportement en feu de façade. Et bien sûr, donc les travaux de recherche et développement contribuent à améliorer donc ces méthodes d'évaluation, à fiabiliser les outils d'ingénierie de la sécurité incendie et à sécuriser donc les solutions constructives innovantes. Et donc c'est notre démarche donc au CSTB donc pour accompagner les industriels, pour accompagner nos clients à évaluer leur système et à les valider donc en respectant les différentes exigences de la sécurité incendie. Voilà, merci pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Brahim, pour cette présentation. Et donc, on va passer effectivement aux questions. Alors, juste avant qu'on passe à ces questions, voilà, je vous rappelle qu'en fait, malheureusement, il y a beaucoup effectivement de questions, mais dans tous les cas, elles ne sont pas perdues. Elles feront l'objet d'une réponse individualisée qui vous sera adressée par mail après ce webinaire. Une première question, Brahim, sur la réalisation de l'essai Lépire lui-même. Donc, pourquoi est-ce que l'essai Lépire est le seul à comporter des fenêtres? Et est-ce qu'un essai de façade avec fenêtre est plus sévère qu'un essai sans fenêtre? Oui, ben, effectivement, en fait, la présence des ouvertures et la présence des fenêtres au niveau de banc d'essai, les paires 2, donc ça nous permet d'évaluer donc s'il y a une propagation verticale de feu, donc s'il y a un passage des flammes donc à l'étage, donc qui vont donc si les flammes donc vont briser donc les vitres de l'étage supérieur et donc le feu se propage vers le deuxième compartiment. Et je pense dans le projet de la méthode européenne, donc la méthode harmonisée, il y aura, je pense, la présence de ces fenêtres qui permet donc de mieux représenter, on peut dire, la façade réelle et de prendre en compte les différents éléments de la façade, notamment en fait l'interaction entre donc les cadres de la fenêtre, s'il y a aussi une lame d'air. Donc, ça permet de mieux représenter les conditions réelles donc de la façade. Et merci. Alors, peut-être une question un peu connexe aussi, une deuxième question. Dans le cadre du projet Firewall Plus, quel est le niveau de détail de la modélisation des interfaces pour la prédiction du comportement au feu des façades? Alors, enfin, donc dans le cadre de ce projet, donc que ce soit à l'échelle, à petite échelle ou bien à grande échelle, on est resté vraiment sur une modélisation simple, donc qui permet donc de modéliser le comportement en feu de la façade. Ça veut dire on a un foyer, on a en fait un feu. Et on regarde donc l'interaction entre la flamme et la paroi. On regarde donc l'action thermique perçue par la paroi en termes donc des flux thermiques totaux, en termes des flux thermiques radiatifs. Et donc ça c'est très important donc pour évaluer le comportement de la façade. Et après donc il y a bien sûr le calcul ou bien la modélisation donc de débit calorifique dégagé donc par la façade combustible. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Brahim. Et donc, il nous reste une demi-heure à ce webinaire. On va passer rapidement au troisième sujet. Et donc, je vais laisser la parole à Sédic Sagji, qui est responsable du pôle avis réglementaire de la direction sécurité structure feu, qui va nous présenter l'accompagnement qui est fait niveau CSTB sur le risque incendie
pour l'usage des nouveaux matériaux, géosourcés, biosourcés et plus globalement à impact carbone réduit. Cédric, je te laisse la parole. Merci Florent. Dans ma présentation, je vais commencer par une introduction. Je parlerai par la suite des mécanismes qui gouvernent le comportement au feu d'éléments structuraux. J'enchaînerai sur les outils réglementaires pour le déploiement des nouvelles solutions. Donc là, qu'est-ce que nous permet la réglementation? Donc là, quelle est l'ouverture par rapport à ce qu'on peut développer? Et puis, exemple de développement récent de recherche. Le contexte dans lequel on se place aujourd'hui, c'est le même qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire la transformation majeure qu'a subi le secteur de construction sous l'effet des objectifs de décarbonation. Donc là, cette évolution a conduit l'ensemble de la filière à faire évoluer les pratiques, que ce soit pour la conception, l'évaluation et encore les choix des matériaux. Donc, impulsé par cette dynamique, on a observé un développement très rapide de solutions intégrant des matériaux bas carbone, que ce soit pour les structures ou pour les systèmes d'isolation. Donc, ces solutions présentent un intérêt et un potentiel environnemental certain et répondent à la demande actuelle, donc là, qui est la neutralité carbone en 2050. Donc, toutefois, cette transition ne peut se faire qu'à une seule condition. C'est celle de garantir une nécessité d'avoir un niveau de sécurité équivalent à celui des solutions traditionnelles de référence. L'enjeu est donc de concilier innovation, performance donc environnementale et les exigences de sécurité. Si on regarde schématiquement les différentes familles de matériaux bas carbone, on a en premier lieu les biosourcés qui arrivent en tête avec le bois massif et les dérivés, avec 11% à peu près d'introduction dans le marché. Et puis on a tout ce qui est chanvre, fibres végétales, paille ou adocellulose. La deuxième famille, c'est tout ce qui est géosourcé, donc qui sont avec un taux marginal aujourd'hui, mais qui reviennent au goût du jour. Donc là, en l'occurrence, on trouve les argiles, les pierres, la terre crue avec ses différentes formulations. On a également la troisième qui est mixte, c'est entre biosourcé et géosourcé. Et en quatrième lieu, on trouve tout ce qui est bas carbone innovant, en l'occurrence béton de bois, béton bas carbone avec une certaine substitution, donc là d'une quantité du liant hydraulique. Et puis on a également tout ce qui est géopolymère. Quel est le facteur commun de comportement donc là en situation d'incendie de tous ces matériaux? Donc si je prends n'importe quel matériau et puis on considère ici schématiquement donc là un voile avec ce matériau-là, on le soumet à une sollicitation thermique équivalente à celle que l'on trouve pour un incendie, c'est-à-dire la courbe donc ISO 834 qui est représentative d'un feu dans un local et que l'on utilise au niveau des laboratoires. Donc là, juste pour mémoire, donc on a à peu près une température de 830 degrés à 30 minutes. Donc du coup, on a une cinétique de feu assez importante, d'élévation de température de l'ordre de 40 degrés par minute. Donc, ce qui se passe au niveau du matériau, on a ici la diffusion de température. Donc, cette diffusion, elle est gouvernée par les caractéristiques essentielles de conduction et de diffusion thermique, la conductivité thermique, la chaleur spécifique, la masse volumique, et puis, bien évidemment, d'autres paramètres, donc là, comme la porosité, l'humidité, et ainsi de suite. Mais on considère, si on fait une identification des caractéristiques thermophysiques selon la courbe ISO, on arrive à reproduire d'une manière pas trop erronée le comportement de température ou le comportement d'évolution de température que l'on peut reproduire ici. Donc là, schématiquement, ici, je récupère un résultat de transfert thermique
effectué avec un logiciel, donc là, élément fini. On voit ici, si vous voyez mon curseur, donc là, on voit ici les différents isothermes. Et donc, du coup, on a différentes strates de température à l'intérieur du matériau. Ce qui se passe pour tout type de matériau en situation d'incendie, lorsqu'on a une élévation de température, on a un affaiblissement des caractéristiques mécaniques. Donc là, il faut imaginer que j'ai différentes donc la variation des caractéristiques mécaniques de cette structure en fonction de la température. Donc, également, on a une dilatation thermique différentielle entre la face exposée et la face non exposée de l'élément soumis au feu. Ceci introduit un effet qu'on appelle effet Bilham, avec cette forme géométrique spécifique qui introduit une certaine vulnérabilité structurale par la suite. Et donc, combiner cette vulnérabilité structurale, combinée avec l'affaiblissement des caractéristiques mécaniques, ça va produire par la suite la perte de stabilité, que ce soit par déficit ou par instabilité structurale ou par les deux effets conjugués. Sous l'effet, donc, on considère ici, si on a les caractéristiques essentielles qui sont la conductivité thermique, la chaleur spécifique, la masse volumique, la variation de la résistance mécanique en fonction de la température, celle du module d'élasticité en fonction de la température et de dilatation thermique, on peut reproduire le comportement thermomécanique d'une structure. Et puis, bien évidemment, il y a des comportements spécifiques. On a le phénomène d'écaillage, donc là qui est spécifique au béton, ou d'autres matériaux également. Hein, donc là donc là, les matériaux à faible porosité, hein, donc là, on peut avoir des phénomènes qui s'apparentent à l'écaillage. C'est une évacuation empêchée de la vapeur d'eau qui se met en place à l'intérieur du matériau en situation d'incendie. Donc l'eau et la vapeur d'eau, elle a envie de sortir de l'éprouvette, mais elle ne peut pas, donc là, à cause d'une porosité assez fermée, et donc du coup, ça fait éclater le béton, pour faire évacuer cette pression interne, et la conséquence de ça est double. Hein. Donc là, une perte de matière au niveau de l'épaisseur du matériau qui résiste mécaniquement, mais également le fait de soumettre les armatures à une température élevée. Et là, bien évidemment, on touche à l'intégrité, donc la structurale de cet élément dès lors qu'on a cette situation. Également, on peut trouver la carbonisation, hein, donc là pour tout ce qui est bois, et puis on peut également trouver donc là on peut trouver le phénomène de feu couvant, donc là dont a parlé tout à l'heure Véronique et Lydia. Ici, je montre, hein, donc là lors d'un essai de résistance au feu, on a ici les résultats en termes de température en fonction du temps, à différentes épaisseurs, donc là à différentes profondeurs de l'éprouvette, à 25 mm et ainsi de suite, jusqu'à 200. Donc, on voit ici, à ce niveau-là, on a arrêté l'essai et naturellement, il y a une phase de refroidissement. D'accord ? Et pour les bâtiments inertes par rapport à ce phénomène, il n'y a pas donc là, le phénomène, il continue. Toutefois, donc là, ce qui a été observé, donc là, ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est que les thermocouples, donc là, sans apport d'énergie, donc là, je rappelle que les brûleurs sont totalement fermés, sans apport d'énergie, on a un recommencement, un redémarrage de l'échauffement, et on peut aller jusqu'à des températures assez élevées. Hein. Donc là, ici, nous sommes à 800 degrés à une profondeur de 50 mm. Donc du coup, ce qui est considérable. Donc du coup, ça va continuer à faire affaiblir le matériau en question. Alors, comment faire une évaluation globale de la performance au feu? L'approche qui est en quelque sorte la plus aboutie, la plus complète, c'est l'approche multi-échelle combinée, hein, pratiquée au CSTB, développée depuis donc là une dizaine d'années au niveau du CSTB. Donc l'idée, c'est de partir
à différentes échelles. On commence par l'échelle matériaux et puis on progresse et on valide progressivement les modèles de prédiction. Donc, à l'échelle matériaux, donc là, je fais mon analyse, hein, donc là, pour comprendre le phénomène. Je fais, donc là, ici, je montre donc là, le dispositif pour la détermination des caractéristiques thermomécaniques en fonction de la température. Ici, les essais de carbonisation qui permet de prendre en compte la partie, la couche carbonisée en tant que épaisseur sacrificielle ou autre. Ici, le four à maquette qu'a montré tout à l'heure Florent, donc pour tout ce qui est évaluation des caractéristiques et mécanique à petite échelle, ou des essais d'orientation également, si j'ai plusieurs formulations ou autres. Donc, je fais une caractérisation à petite échelle. Par la suite, je construis un modèle mécanique, mathématique ou autre pour décrire le comportement de ma structure. Et ce modèle, je le valide à moyenne échelle. Ici, on voit le four réglementaire, si vous voulez. Donc là, un four vertical de 3 par 3 que l'on ferme avec l'éprouvettes. Et puis, je fais l'essai mécanique et je regarde ce qui se passe. Donc là, en fonction de résultats, je calibre mon modèle à moyenne échelle et une fois mon modèle calibré et validé en quelque sorte, ça me permet de dire que je dispose d'un modèle assez fiable pour que je puisse faire de la prédiction avec. D'accord ? Après, ce qui est important, lorsque je vais à des échelles, à des hauteurs assez importantes, il est important de valider le modèle de prédiction pour des contraintes mécaniques. Donc là, on ne va pas entrer dans la démonstration mécanique ici. Et donc, à ce niveau-là, là, vous voyez le four Vulcain qu'a présenté tout à l'heure Florent. Ici, la hauteur, donc là, ici, un essai où on voit à l'intérieur du four, on a les brûleurs, on a ici, donc là, les petits pointillés blancs, cela, ça correspond au thermomètre plat qui permettent de piloter donc là, l'action thermique à l'intérieur du four. Hein, donc là, il pilote le brûleur. Et là, l'éprouvette, là, vous voyez la taille humaine, donc là, pour montrer comment, donc là, l'effet d'échelle ici. Donc, du coup, c'est une approche multi-échelle combinée entre expérimentation et modélisation. Bien évidemment, dans le cadre de l'évaluation, on n'a pas besoin d'aller dans toute cette échelle, dans toute cette démarche, et on peut s'arrêter à moyenne échelle ou évaluation. Maintenant, une fois on a fait de la recherche, on a fait du développement, on a quel est le moyen ou l'outil qui me permet de faire cette transition, la transition pour tout ce qui est réglementaire et faire circuler mon produit sur le marché. Et l'arrêté 22 mars 2004, il a pris ses dispositions par rapport à ça. Il offre l'outil qui est l'appréciation de laboratoire, qui est un document émis par un laboratoire agréé pour tester la performance sous feu d'un produit. Donc là, que ce soit dans le domaine traditionnel où j'ai des modifications de géométrie, où j'ai besoin de faire évoluer mon produit, ou donc là, pour un domaine non traditionnel qui ne vise pas un essai normalisé. Donc, du coup, c'est une justification réglementaire. Elle permet de démontrer la conformité réglementaire vis-à-vis du risque incendie, et puis elle est acceptée. Elle sert d'un relais réglementaire et donne une valeur opposable au résultat. Donc là, une APL est reconnue par les autorités compétentes. Donc là, lorsque je fais une appréciation technique d'expérimentation ou un avis technique, on a besoin d'une appréciation de laboratoire, ce qui donne donc là une certaine valeur à ce document. Donc, une appréciation de laboratoire, comment est-ce que je peux la faire réaliser? Donc, que ce soit par des analyses de résultats d'essais conventionnels. Donc là, je fais un essai conventionnel 3 par 3, par exemple, et puis donc là, je peux faire porter les résultats d'essai par une appréciation de laboratoire si j'ai des modifications géométriques ou autres.
Je peux également utiliser des résultats de calcul. Donc là, tout résultat de calcul peut être porté par une appréciation de laboratoire. Je peux également avoir une procédure mixte, donc là, comme celle que j'ai présentée tout à l'heure, avec une approche expérimentale et numérique. Donc là, pour faire un modèle qui me permet d'attester en quelque sorte la performance au feu de mes éléments. Alors, quelles sont les limites d'une appréciation de laboratoire? Elle ne remplace pas une certification. Il y a un marquage de conformité. Sa validité est circonscrite aux configurations explicitement mentionnées et revendiquées par le demandeur. Donc là, si je suis en troisième famille ou autre, donc là, l'appréciation de laboratoire, elle sera conforme. Donc là, si j'ai des dimensions géométriques qui sont bien spécifiées au début dans le domaine d'emploi, donc du coup, je reste dans ce cadre-là. Et puis, elle reste toujours cadrée par les exigences réglementaires. Une appréciation de laboratoire, elle donne les justifications pour démontrer une conformité à la réglementation. D'accord? Et puis, ce qui est important, c'est que toute appréciation de laboratoire donne lieu à un argumentaire qui doit rester traçable et assuré. Donc, je donne ici un exemple qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une appréciation de laboratoire sur du béton de bois, donc de CCB GreenTech. Le béton de bois est un matériau assez intéressant puisqu'il a les avantages du bois et les avantages du béton. Il n'écaille pas, il ne fait pas un écaillage comme le béton. Et puis, il ne se dilate pas, il ne fait pas de la dilatation thermique. Donc, du coup, il n'y a pas d'effet bilame qui donne une certaine vulnérabilité à la structure. Donc, c'est un produit assez intéressant. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une caractérisation thermophysique pour identifier le lambda rossé qui nous permet par la suite de déterminer le transfert thermique dans les éléments. On a fait une caractérisation thermomécanique et puis donc là on a eu un hasard heureux en quelque sorte dans le cadre de cette étude puisque donc là la caractérisation qu'on a faite à 100 degrés nous a permis par la suite donc là après une validation à moyenne échelle donc là avec des essais 3 par 3 et tout, elle nous a permis de développer un modèle en quelque sorte de prédiction du comportement. Donc là, c'est ce qui permet en quelque sorte, conjugué au transfert thermique, donc là qu'on maîtrise par les caractéristiques essentielles dont j'ai parlé tout à l'heure, de prévoir le comportement thermomécanique en situation d'incendie. Voilà. Donc c'est une approche assez aboutie. Alors, en termes de synthèse, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? C'est que le développement de matériaux et de solutions intégrant des matériaux bas carbone donc, est essentiel aujourd'hui pour contribuer à l'objectif de neutralité carbone 2050. D'accord? On a besoin et c'est nécessaire de développer ce type de... Et puis, on vous encourage, et puis on vous accompagne, que ce soit donc là sur les questions de résistance au feu, sur les performances acoustiques, sur donc là l'enveloppe du bâtiment ou autre. Il est important également de concilier innovation, performance environnementale et exigences de sécurité. Donc, on a différentes approches. Donc là, l'approche que je vous ai montrée, donc là, elle montre une certaine robustesse et cohérence à différentes échelles. Bien évidemment, cette approche peut être adaptée au contexte. Également, on assiste aujourd'hui à une adaptation de la réglementation au contexte. Donc là, avec l'arrêté donc là, ERP qui vient de sortir, les arrêtés résistance, réaction, façade, donc là, plutôt l'IT 249, et puis les solutions d'effets équivalents qui permet une approche performantielle avec les 5 domaines, donc là, intégrés avec une approche globale de la sécurité incendie qui est une vraie avancée, donc là, en termes d'approche performantielle à l'échelle mondiale, donc dans ce contexte-là. Donc là, ces arrêtés vont sortir
là bientôt. Et puis, bien évidemment, on continue. Donc là, on a participé ou contribué à la réussite de différentes appréciations techniques d'expérimentation, que ce soit pour le béton de chanvre ou autre. La recherche, elle continue d'une manière forte avec les projets Safe Bois et Safety, donc là, financés par l'ADEME et puis avec la contribution d'autres organismes, donc là, donc là, comme Codifab et puis France Bois, Forêt. Et on a également des recherches ANR, donc là, comme le projet B2M, sur la terre crue, qui est un bon matériau. Aujourd'hui, tout ce qui est géosourcé, il a un taux marginal d'introduction dans le marché et il y a un fort potentiel donc là, pour développer, continuer à développer ces matériaux. Voilà, merci. J'ai terminé. Merci beaucoup, Cédric. On va donc passer maintenant aux questions. Une première question, c'est un peu physique, on va dire. Tu as évoqué tout à l'heure l'effet Bilham qui se produit lors d'un essai de résistance au feu. Est-ce que cet effet Bilham est identique selon la nature des matériaux? Et est-ce que par ailleurs, son orientation est toujours dirigée du côté exposé au feu? Alors, je réponds à la deuxième partie. Oui, il est toujours exposé, donc dirigé vers côté au feu, lorsque, au début, là, au début, à cause de cette dilatation différentielle, donc là, imaginez quelque chose qui se dilate d'une manière plus importante d'un côté que d'un autre, forcément, il va aller vers là où il y a la dilatation. Mais toutefois, lors de l'évolution de la température, de la diffusion de la chaleur et de l'affaiblissement des caractéristiques mécaniques côté exposé au feu, on peut avoir une inversion de tendance au cours de l'essai. D'accord? Ça, c'est la deuxième partie de la question. Pour la première partie, non. Ma réponse est non. Les matériaux ne se dilatent pas de la même manière. Donc là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le béton de bois, il n'a pas cet effet de dilatation parce que il a une certaine porosité assez importante, donc là qui est par ailleurs intéressante pour tout ce qui est confort thermique et autres. Et également, il hérite des caractéristiques du bois, donc du coup, pas de dilatation thermique. Les matériaux où on a une conductivité, donc là, les matériaux qui ne forment pas un gradient de température important ne font pas cet effet Bilham d'une manière significative que les matériaux qui font un fort gradient, comme le béton, comme le bois, ainsi de suite. Ok, très bien. Alors, peut-être du coup, une deuxième question qui est un petit peu en rapport, et tu viens de l'illustrer avec le béton de bois. Tu as illustré cette approche combinée, donc multi-échelle, etc. Est-ce que c'est obligatoire de faire tous ces essais à toutes ces échelles? Qu'est-ce que ça apporte en réalité dans ce développement d'avoir cette approche combinée? Oui, merci de ta question. Elle est importante et intéressante. L'approche que l'on adopte au niveau de l'évaluation d'un produit, elle dépend du domaine d'emploi. Si, par exemple, vous venez me dire que j'ai besoin de faire valider donc là un produit, un type de béton ou autre, mais je n'ai qu'une seule configuration. Donc là, 20 cm d'épaisseur. Donc là, je ne vais pas dépasser les 3 mètres. À ce moment-là, on fait un essai de résistance au feu classique avec un PV. Et puis, on peut faire une appréciation de laboratoire ou pas. Et puis, donc là, ça fonctionne correctement. Après, si, donc là, vous venez me dire, donc là, j'ai un produit où je développe différentes formulations. Mais je ne sais pas quelle est la bonne formulation, laquelle que je vais choisir. À ce moment-là, les essais de caractérisation à petite échelle, de comportement et puis d'identification des caractéristiques à petite échelle, le comparatif entre eux, ça nous permet de sélectionner en quelque sorte soit le worst case, donc là le cas le plus enveloppe, pour donc là couvrir l'ensemble de ces formulations, soit de choisir quelle est la formulation sur laquelle je vais m'engager d'un point de vue industriel pour la développer.
Et puis, par la suite, je fais un essai de résistance au feu et tout. Et maintenant, si vous venez me dire, donc là, j'ai plusieurs formulations, plusieurs configurations géométriques, et j'ai besoin d'aller à 8 mètres de hauteur, mais je ne veux pas faire 100 essais pour couvrir toutes les configurations. À ce moment-là, l'approche combinée complète, elle permet en quelque sorte de construire un modèle, de le valider sur quelques essais, et puis de faire des extrapolations par des calculs. Et donc, du coup, ça devient, d'un point de vue économique, beaucoup plus intéressant pour donc là l'industriel qui veut développer donc là son produit. J'espère que j'étais clair et pas trop long. Je pense que ça répond, je pense que ça répond à la question. On sent bien effectivement le côté optimisation de dimensionnement et domaine d'emploi étendu, me semble-t-il. Et peut-être on a un petit peu d'avance, alors on peut poser peut-être une dernière question qui a été posée dans le fil de discussion, cette fois-ci très, on va dire, très sur les documents. Est-ce que les essais et les appréciations de laboratoire sont obligatoires pour faire valider un matériau ou un système innovant, ou est-ce que je peux simplement m'en passer dans certaines conditions? En général, lorsque je développe un nouveau produit, un nouveau système, je passe par une appréciation technique d'expérimentation ou un avis technique. À ce moment-là, donc là, que ce soit CCFAT, et donc Florent, tu peux donc là continuer sur ce que je vais avancer. À ce moment-là, on peut donc là, CCFAT ou le groupe des spécialistes, hein, il peut demander des justifications par rapport à la résistance au feu, par rapport à donc là, la réaction au feu ou autre. Et là, c'est du domaine des laboratoires agréés par le ministère, donc là, des laboratoires agréés en matière de résistance au feu et de réaction au feu. Et ici, là où on fait appel à un laboratoire agréé pour faire une appréciation de laboratoire lorsque je suis en avis technique ou en appréciation technique d'expérimentation KA, ou un avis de chantier lorsque je suis en appréciation technique d'expérimentation en KB. Pour le feu, oui, en général, on a besoin d'une appréciation de laboratoire ou d'une évaluation de laboratoire sous les différentes formes que peut prendre une évaluation de laboratoire. Ok, très bien. Et donc en complément, effectivement, donc les façons, on va dire, de justifier de la performance au feu ou on va dire de la sécurité incendie sont en général listées dans les textes réglementaires. C'est le cas de l'appréciation de laboratoire. Une dernière question. Est-ce que tu penses qu'on est à la veille de voir naître des règles de calcul concernant la résistance au feu pour la construction en terre crue? Aujourd'hui, on a fait une bonne avancée avec le B2M. Donc là, le projet de recherche ANR B2M, dans lequel le CSTB donc là participe, et en l'occurrence, potentiellement, on va produire une appréciation de laboratoire. Comme je l'ai dit, pour faire des règles de calcul, on a besoin de quelque chose de robuste, comme ce qui a été donc là présenté tout à l'heure, avec toute cette chaîne d'évaluation, donc là où différentes justifications ou différentes validations à différentes échelles, afin de dire que je dispose d'une méthode de calcul validée par l'expérimentation, insensible aux incertitudes et aux erreurs, et ainsi de suite, de mise en place, qui me permet de garantir sans conteste la façon avec laquelle je vais prédire le comportement d'un matériau. Aujourd'hui, on a commencé l'évaluation, on a trouvé des résultats très intéressants. Ça va continuer avec le projet Mur Terre Feu, on avance. Potentiellement, on arriverait à quelque chose, mais pas tout de suite, à mon sens. Hein. Donc là, après, je peux me tromper. D'accord, donc on est toujours un peu dans une approche, on va dire au cas par cas, mais des projets sont en cours pour aller vers l'écriture de règles à moyen terme. On va dire. Oui, au cas par cas, mais quand même, on arrive à définir certaines règles
pour différentes familles et puis la publication prochaine des résultats du projet B2M, donc là, que je ne vais pas dévoiler ici, donc là, donneront cet effet-là. Et puis, si on continue à s'intéresser à Mur-Terre-Feu, donc là, c'est un projet très intéressant qui est dans la continuité de B2M. Très bien. Écoute, merci beaucoup Cédric. Et eh bien, c'est la fin de notre webinaire sécurité incendie. Je remercie nos 4 intervenants et je vous remercie également tous pour votre participation. Vous étiez plus de 300 personnes à nous suivre aujourd'hui. On vous remercie vraiment beaucoup pour cela. Donc, je vous rappelle que toutes les questions que vous avez pu poser dans le chat seront répondues, trouveront leurs réponses individuelles que nous vous enverrons par mail, et les documents que vous avez pu voir également aujourd'hui seront disponibles. Tout cela probablement dans le courant du mois d'avril. Merci beaucoup à tous et toutes et une bonne journée.